Reprise de l'audience. Cet après-midi, nous allons entendre la déposition d'un nouveau témoin, le témoin TCW 490. Comme la Chambre l'a annoncé ce matin et comme l'avait signalé le greffe, le témoin est prêt. Il attend d'être convoqué par la Chambre. Je demande au greffe de faire rapport concernant le témoin en indiquant si le témoin a prêté serment et s'il a un lien de parenté quelconque avec l'une des parties. La greffière. Monsieur le Président, le témoin TCW 490 est prêt. Il est dans la salle d'attente. À sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté, qu'il s'agisse de lien par le sang ou de lien par alliance, avec l'une quelconque des parties. Pour ce qui est des accusés, par contre, il a un lien avec la partie civile 124, mais aucun lien de parenté, ni avec les accusés, ni avec les parties civiles. Le témoin a déjà prêté serment ce matin. Le président, huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire, ainsi que son avocat, s'il en a un. Le président. Bon après-midi, monsieur le témoin. Nous allons commencer par certaines questions relatives
à votre parcours biographique. Nous allons vous indiquer comment fonctionne le micro ainsi que la manière dont nous procédons dans le prétoire. Avant de répondre, vous êtes prié d'attendre que le voyant rouge de votre microphone s'allume. Si le voyant est allumé, votre voix sera enregistrée et vos propos seront traduits. Monsieur le témoin, comment vous appelez-vous? Le témoin, je m'appelle Ong Tong Hung. Le président. Monsieur Ong Tong Hung, quelle est votre date de naissance? Veuillez attendre que le voyant rouge s'allume. Réponse. Je suis né le 7 août 1945. Le président. Merci. Où résidez-vous actuellement? Réponse. Je vis à Bruxelles, en Belgique. Le président. Quel est votre métier actuel? Réponse. Je suis retraité. Question. Quel est le nom de votre père? Réponse. Ong Lee, alias Dauk. Question. Quel est le nom de votre mère? Réponse. Ning Tri Ye. Tous deux sont décédés. Le président. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Chu Bunni. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 2 filles. Le président. Monsieur Ong Tong Hung, d'après les indications du greffe, à votre connaissance, vous avez un lien avec la partie civile TCCP 124, mais vous n'avez aucun lien par le sang ou par alliance avec les 3 accusés, ni avec l'une quelconque des parties reconnues en tant que partie civile dans le présent dossier. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Il a été indiqué que ce matin vous aviez librement prêté serment. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Monsieur Ong Tong Hung, en qualité de témoin comparaissant devant cette chambre, vous exercez certains droits et certaines obligations vous incombent également. En tant que témoin, vous pouvez refuser de répondre à toute question susceptible de vous amener à vous incriminer. Autrement dit, si vous pensez que votre réponse risque
de vous incriminer, il vous est loisible de vous abstenir de répondre. Est-ce que vous comprenez? Réponse. Oui. Le président. Avez-vous besoin de la présence d'un avocat à vos côtés ou êtes-vous prêt à répondre sans la présence d'un avocat? Réponse. Merci, Monsieur le Président, mais je n'ai pas besoin d'un avocat. Le Président. Monsieur Ong Trong-heung, en tant que témoin comparaissant devant cette Chambre, il vous appartient de répondre aux questions qui vous seront posées par les juges ou par les parties, sauf lorsque vous estimez que votre réponse est susceptible de vous incriminer. En tant que témoin, il vous appartient de dire la vérité concernant ce que vous avez vu, entendu, vécu et en vous appuyant sur votre expérience personnelle des événements. Est-ce que vous comprenez? Réponse oui. Le Président. Monsieur le témoin, avez-vous été entendu par le bureau des co-juges d'instruction des CETC ces dernières années? Si oui, à combien de reprises et où les entretiens ont-ils eu lieu? Réponse. J'ai été entendu une fois à Phnom Penh. Je ne me souviens pas de l'endroit exact, mais c'était à proximité du monument de l'Indépendance. Question. Vous souvenez-vous de la date de cet entretien? Réponse. C'était il y a plus de 3 ans. Le Président. Vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction avant d'entrer dans le prétoire. Avez-vous relu le procès-verbal de votre audition en vue de vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Oui. J'ai relu mes déclarations et elles sont exactes. Le Président. Merci. Pour la déposition de ce témoin, la Chambre donnera la parole tout d'abord à l'accusation. Je vous en prie. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. Bon après-midi, Monsieur Ong Trong-heung. J'ai des questions à vous poser. Je vous prie d'essayer d'y répondre. J'aborderai tout d'abord l'instruction que vous avez reçue. Où êtes-vous allé à l'école et quel diplôme avez-vous obtenu? Réponse. Je suis allé à l'école dans mon village natal. J'ai aussi étudié au collège à Kurtom. Ensuite, je suis allé au lycée
à Phnom Penh. Après quoi, en 1965, je suis allé étudier en France. J'y ai étudié l'économie politique. Question. En plus de l'économie politique, avez-vous fait des études dans un autre domaine spécialisé? Réponse. Non. Mais je suivais de près l'évolution de la situation en Europe et je m'intéressais aussi à la littérature française. Question. Je voudrais vous interroger sur votre séjour en France. Quelles étaient les raisons principales pour lesquelles vous avez quitté le Cambodge pour la France? Réponse. Comme d'autres Cambodgiens ou comme habitant du tiers-monde, je considérais que la France était symbole d'instruction. Depuis l'enfance, mon rêve était d'aller en France. Quand j'ai eu l'occasion de le faire, je suis allé. Question. Quand êtes-vous allé en France? Combien de temps y êtes-vous resté? Réponse. Je suis resté en France de 1965 à 1976. Question. Avez-vous jamais été membre d'un parti politique ou avez-vous adhéré à un mouvement politique durant votre séjour en France? Réponse. Alors que j'étais en France, au début, j'étais sympathisant du Parti socialiste français. Après le coup d'État de 1970 et après l'appel lancé par le prince Sihanouk, appel comportant 5 points, appel qui date de 1970, je me suis porté volontaire pour devenir membre de l'Union des étudiants Khmer. Question. Pourquoi êtes-vous devenu membre du Parti socialiste français, puis membre de l'Union des étudiants Khmer? Réponse. Initialement, je suis devenu membre de l'Union des étudiants français car j'admirais Michel Rocard. Je le respectais beaucoup. Et mes amis français et mes amis africains étaient enclins à soutenir ce mouvement et c'est ce que j'ai fait aussi. Question. Pourquoi avez-vous adhéré à l'Union des étudiants Khmer? Réponse. J'ai toujours eu un grand respect pour les 3 personnes propres qui étaient Khieu Samphan, Huyun et Yunim, alors que j'étais au Cambodge. Puis, quand j'étais en France, j'ai voulu prendre exemple sur ces personnes. Question. Pourquoi est-ce que l'Union des étudiants Khmer a été créée? Réponse. C'est une longue histoire.
À ma connaissance, les premiers étudiants khmer à être allés en France n'étaient que quelques-uns. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. C'était des étudiants parmi lesquels Riti Wong, des étudiants qui ont formé une association, à savoir l'association des étudiants khmer. À l'époque, c'était la seule association en France. Elle comptait une vingtaine de membres. Je n'en suis pas absolument certain. Je l'ai appris en effectuant les recherches pour mon livre. Ils luttaient pour l'indépendance du Cambodge, mais leur mouvement de résistance ensuite s'est scindé en deux. D'une part, les gauchistes et d'autre part, ceux qui penchaient à droite. L'Union des étudiants khmer était à gauche. Question. Quelles étaient les relations entre l'Union des étudiants khmer et le Parti communiste du Kampuchea? Réponse. Franchement, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un parti communiste du Kampuchea au Cambodge. Question. Qui était le président de l'Union des étudiants khmer et quelles étaient les conditions d'adhésion? Et de quelle façon l'information circulait-elle à l'intérieur de l'Union des étudiants khmer? Réponse. Peu après mon arrivée, M. Toi Kam Dun, qui est décédé, à S21, ainsi que Song Si-kun, qui était le président de l'Union, et ils m'ont contacté chez moi et je savais que Song Si-kun était président de l'Union. Question. Qui était le fondateur de l'Union des étudiants khmer? Réponse. Comme je l'ai indiqué dans mon article, les fondateurs étaient Khieng Sari, Khieu Samphan, Chon Nom et d'autres. D'autres aînés dont je ne me souviens pas du nom, mais je les ai mentionnés dans mon livre. Question. En quelle année l'Union des étudiants khmer a-t-elle été créée? Réponse. Je ne m'en souviens pas exactement. C'était vers 1956. Question. À quel moment êtes-vous devenu membre de cette union? Réponse. Je ne me souviens pas de date exacte, mais c'était assurément après le coup d'État du maréchal Lon. Question. Je voudrais parler de Khieu Samphan et de Khieng Sari. À quel moment sont-ils rentrés de France au Cambodge? Réponse. Je ne connais pas la date exacte. Bien sûr, je l'ai indiqué dans mon livre, mais à brûle-pourpoint, je ne peux pas répondre. Khieu Samphan est sûrement rentré en 1954, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Et Khieng Sari est arrivé avant Khieu Samphan.
Question. Avez-vous su pourquoi ils étaient rentrés au Cambodge? Est-ce que vous avez lu des articles de presse à ce sujet, par exemple? Réponse. À l'époque, j'ignorais pourquoi. Parfois, le nom de Khieu Samphan a été mentionné, il a été dévêtu à Phnom Penh, il a écrit un article dans l'Observateur, mais j'en ignore la raison exacte. Question. Quand vous étiez en France, avez-vous entendu parler de Khmer rouge? Réponse. J'ai entendu mentionner ce terme dès l'époque où j'étais au Cambodge. Quand j'étais jeune, le terme de Khmer rouge était synonyme de propreté et cela correspondait à Huyon, Yonim et Khieu Samphan. Je vais à présent passer à la prochaine question sur le Front uninational du Cambodge qui a été créé avant 1975. Pouvez-vous nous parler de ce front? Quand est-ce qu'il a été créé et quelle était la raison de création de ce Front uninational du Kampuchéa? Réponse. Le Front uninational du Kampuchéa, le FONC, a été créé à Pékin, en Chine, après la déclaration faite par le prince Sihanouk. C'était une déclaration en 5 points du prince. Et Chun Mom et Sun Cha avaient rédigé cette déclaration. Question. Pouvez-vous développer un peu l'objectif fondamental de ce Front uninational du Kampuchéa? Je réponds à cette question sur la base de ma compréhension de la situation à l'époque. Ma compréhension de la situation à l'époque était que les programmes politiques, le programme politique du Front uninational du Kampuchéa visait à réunifier le peuple khmer cambodgien afin d'édifier une société juste et équitable. Il ne s'agissait pas, à mes yeux, de l'édification d'une société communiste. Donc, les personnes venant de divers horizons politiques pouvaient rejoindre le front, ils pouvaient être membres de la famille royale ou d'autres tendances politiques. Question. Qui était le président de ce front? Réponse. Le président du FONC était son Altesse royale, le prince Norodom Sihanouk et Sodang Painuk. Question. D'où provenaient les fonds qui finançaient le FONC? Réponse. À cette époque, j'étais encore jeune et je n'étais pas très au courant de tout cela. Mais il s'agissait d'une hypothèse que j'avais. Je pensais que la population cambodgienne dans le pays n'aurait pas l'argent pour soutenir ce mouvement à Pékin et donc que c'était probablement le gouvernement chinois qui le soutenait. Question. Est-ce que Khieu Samphan ou Nunchea ont, à un moment quelconque, participé au FONC?
Réponse. Je connaissais M. Khieu Sampang. Je ne l'avais jamais rencontré en personne. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu en personne. Et Nunchea, je n'en avais même pas entendu parler. À cette époque-là, je n'avais pas du tout entendu parler de Nunchea. Je ne connaissais pas, mais j'avais entendu parler de M. Khieu Sampang, qui, bien entendu, était membre du FONC. Mais Nunchea et Pol Pot, je n'en avais pas entendu parler. Je ne connaissais pas quelle position ils occupaient à cette époque. Question. Et qu'en est-il de Ieng Sary? Est-ce que Ieng Sary a jamais rejoint les activités du FONC? Réponse. Lorsque je me trouvais à l'étranger, j'ai progressivement pu connaître M. Ieng Sary. Le connaître, j'entends par là, non pas personnellement, mais j'ai entendu de plus en plus parler de lui. Je ne m'en souviens pas tout à fait, mais probablement qu'immédiatement après le coup d'État, dans les 2 années qui ont suivi le coup d'État, il s'est rendu à Pékin en tant que représentant du Cambodge et des étudiants à l'époque, et je pensais que Ieng Sary se rendait là pour obtenir le soutien pour le prince Sihanouk. À l'époque, je pensais qu'il pourrait intervenir comme Chou En-lai qui avait soutenu Mao Tse-tung. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il connaissait beaucoup d'étudiants cambodgiens qui avaient étudié en même temps que lui en France. Et il avait une influence sur la communauté des étudiants cambodgiens là-bas, et c'est là qu'il a trouvé sa base. Question. Pouvez-vous expliquer à la Cour la relation entre Ieng Sary, le mouvement communiste dans le pays et sa situation à Pékin? Eh bien, à l'époque, j'étais très jeune par rapport à des gens qui avaient plus d'ancienneté. Me demander de vous parler de cela à l'époque, ça dépasse ma capacité de vous donner une réponse. Question. Donc le FONC a entamé ses activités à Pékin et ensuite est revenu vers le Cambodge. Pouvez-vous indiquer à la Cour dans quelle partie du Cambodge le FONC a commencé à opérer? Réponse. Selon ce que j'en sais et d'après les informations que j'avais reçues à l'époque, cette activité a commencé essentiellement dans les provinces. Il y avait des sympathisants dans les villes également. Je suppose, j'avais entendu dire par M. Ieng Sary de temps à autre que l'agenda politique du FONC était fondé sur la réunification du Cambodge. Et M. Ieng Sary n'a sans doute pas pris ce programme politique très sérieusement, mais en tout cas, c'était mon hypothèse à ce moment. Le président. Monsieur le témoin, nous avons à plusieurs reprises dans votre témoignage la mention de supposition. Encore une fois, si vous devez procéder par supposition ou hypothèse, cela n'aura aucune valeur probante au niveau de votre témoignage. Vous devez vous fonder pour vos réponses précisément sur des sources factuelles plutôt que de vous fonder sur des hypothèses qui n'ont aucune force probante pour les chambres. Le président. Conseil pour la défense de Khieu Sampang, je vous en prie.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je suis désolée de vous interrompre à nouveau. Je vais demander à nouveau, s'il est possible, de ralentir un petit peu le débit, puisque nous avons du mal à suivre dans la traduction. Merci. Le Président, il y a deux possibilités alors. Monsieur le procureur, d'abord, pouvez-vous vous assurer que vous avez appuyé sur l'interrupteur de votre micro? Et assurez-vous en outre qu'il y a une pause suffisante entre les questions et les réponses. En outre, monsieur le technicien audiovisuel, assurez-vous que le micro du témoin n'est ouvert qu'une fois que la question a été posée et interprétée. Question, monsieur Angto-un. J'aimerais à présent continuer mes questions. Vous nous avez parlé de Ieng Sary, de ses communications avec les étudiants cambodgiens en France et le FONC. Comment est-ce que M. Ieng Sary communiquait des informations provenant du Cambodge pour les transmettre aux étudiants cambodgiens qui étaient en France? Réponse. D'après ce que j'ai pu observer personnellement, là, ce n'est pas des suppositions, c'est ce que j'ai pu observer. Monsieur Ieng Sary diffusait les informations par le biais d'un bulletin d'information du FONC, du Front, et deuxièmement, il avait essayé de créer un noyau d'étudiants cambodgiens qui auraient été formés pour défendre le point de vue qu'il représentait au Cambodge. Question. Pour le FONC, après sa création, est-ce que cette organisation a créé d'autres mouvements? Et si c'est le cas, où se trouvaient ces mouvements? Réponse. Non, je ne suis pas au courant de cela. Merci. Question. En ce qui concerne le sihanoukisme, le mouvement sihanoukiste était établi. Qui étaient les fondateurs de ce mouvement et quand est-ce que ce mouvement a été créé? Réponse. Le mouvement sihanoukiste fut créé par le prince Sihanouk lui-même. Et ce mouvement sihanoukiste était composé de nombreuses tendances, dont l'une était constituée de ceux qui étaient proches du palais royal. Un autre courant soutenait ceux qui travaillaient avec Sonan Painut et Sanon Cha. Essentiellement Wan Peni, Jang Jurang, Hao Nam Hong et d'autres.
Question. Suite à la création du FONC, est-ce que le FONC a également installé à Paris un bureau de représentation? Suite à la création du Front à Pékin, Paris a été le deuxième lieu où le front a été créé. M. Aksokun était en fait chargé, était le responsable du bureau de représentation de ce front à Paris. Merci. Question. Quelles étaient les missions principales de ces représentants du front à Paris? Réponse. L'objectif principal de la création de ce bureau de représentation était de faire de la propagande auprès des étudiants en France et en Europe. Deuxième objectif, il s'agissait de diffuser au maximum auprès des médias européens et troisièmement, d'établir des relations avec les dignitaires politiques et les partis politiques européens. Je vous remercie. Question. Le FONC et l'Union des étudiants en Khmer avaient une relation. Pouvez-vous décrire la relation qui existait entre le FONC et l'Union des étudiants en France? Réponse. À l'époque, les étudiants n'opposaient pas de résistance au soutien du communisme. Ils essayaient plutôt de résister au soutien de mouvements non communistes. C'était une situation nouvelle à l'époque. Deuxièmement, le front sous la direction de M. Ieng Sary visait à réconcilier et unifier le peuple khmer, quelles que soient ses tendances politiques différentes, pour se fondre en une large association. Merci. Vous venez de dire à l'instant que le bureau de représentation du FONC en France publiait un bulletin. Pouvez-vous nous donner le titre de ce bulletin? Réponse. Ça s'appelait le bulletin du Front Uni National du Kampuchéa, si j'ai bonne mémoire. Merci. Question. J'aimerais à présent passer à un autre sujet concernant la délégation khmer en France. Pouvez-vous me dire quel était l'objet de la visite de la délégation khmer en France? Réponse. Je ne connaissais pas l'objectif fondamental. Tout ce que je savais, c'était qu'ils s'étaient rendus en France pour diffuser l'information à la communauté internationale. Question. Qui faisait partie de cette délégation et qui était le chef de la délégation cambodgienne en France à cette époque? Réponse.
Je savais que Ieng Sary faisait partie de la délégation. M. Sung Se-kun faisait également partie de la délégation. M. Jan Juran et d'autres dont le nom m'échappe. Je vous remercie. Question. Monsieur Ieng Sary faisait partie de cette délégation. Quel était l'agenda de sa visite? Où s'est-il rendu en France? Quelle déclaration a-t-il faite lorsqu'il était à Paris? Réponse. Il a fait de nombreuses déclarations. Celle dont je me souviens le mieux, c'est celle selon laquelle le peuple cambodgien allait réussir et atteindre la victoire en dépendant de ses forces propres. Et il a fait cette déclaration après une rencontre entre les États-Unis, le Vietnam et d'autres impérialistes, mais je ne me souviens pas de tout. Question. Est-ce que M. Ieng Sary a, à un moment quelconque, participé, ou plutôt, combien de fois est-ce que M. Ieng Sary a dirigé la délégation en France? Réponse. M. Ieng Sary a visité la France le plus souvent, car c'était lui qui communiquait avec ses homologues étrangers. Il s'était rendu en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Et généralement, il était obligé de faire un arrêt à Paris, où il rencontrait les étudiants et les communautés cambodgiennes à Paris. Et bien entendu, en France, il y avait un grand nombre de ressortissants cambodgiens ainsi que des représentants de différents organes de presse, ce qui fait qu'il s'arrêtait souvent à Paris. Je ne peux pas vous dire à combien de reprises, cependant, il s'est arrêté à Paris. Question. Vous nous dites que M. Ieng Sary se rendait souvent à Paris. Est-ce qu'il s'est rendu à Paris avant 1975 ou après 1975? Réponse. À mon avis personnel, je ne suis pas sûr, mais il est possible que c'eût été avant et après 1975. Je vous remercie. Question. Est-ce que M. Ieng Sary a participé à l'Assemblée générale des Nations unies à un moment quelconque? Réponse. Oui. J'ai appris que M. Ieng Sary rendait visite aux Nations unies lorsqu'il s'est arrêté à Paris. Alors, question, quand est-ce qu'il s'est rendu aux Nations unies et quand est-ce qu'il s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations unies? Réponse. Je suis désolé, je ne me souviens pas de la date exacte. Question. Pouvez-vous vous rappeler de la teneur de la déclaration qu'il a faite à l'Assemblée générale des Nations unies? Réponse. Ce dont je me souviens encore, c'est qu'il a répété à de nombreuses reprises
que les forces de résistance du Cambodge ne dépendaient que d'elles-mêmes et que nous ne pouvions nous dépendre que de nous-mêmes, que le pays était un pays indépendant et non aligné. Et également un pays qui ne s'opposait pas à l'impérialisme. C'est ce que l'interprète a entendu. Question. Lorsque vous étiez en France, avant de rentrer au Cambodge, avez-vous jamais entendu parler de torture ou d'exécution de citoyens cambodgiens au Cambodge? Réponse. Après l'évacuation de Phnom Penh, j'ai également entendu parler de la souffrance et des mauvais traitements infligés à la population dans les provinces. Les personnes qui vivaient en province ne pouvaient même pas récolter les fruits qu'ils avaient plantés, ne pouvaient pas cuire la volaille qu'ils avaient élevée. Mais à cette époque-là, je ne croyais pas que la population du Cambodge n'avait pas assez de nourriture, car j'avais été loin de mon pays depuis longtemps et je ne pouvais pas croire mes oreilles, quoique mes frères mon frère soit venu m'en parler, je ne le croyais pas. Je ne pouvais pas croire que les Cambodgiens pouvaient tuer les Cambodgiens. Question. Je vous remercie. Donc, vous nous dites que vous avez également entendu parler de l'évacuation de populations hors de Phnom Penh. Comment avez-vous obtenu cette information et que saviez-vous d'autre au sujet de cette évacuation? Par exemple, quelle était l'ampleur de l'évacuation elle-même? Réponse. J'ai appris cela dans les informations internationales et en particulier les informations françaises qui ont longuement abordé la question de l'évacuation et qui ont mentionné les ressortissants cambodgiens qui s'étaient réfugiés à l'ambassade de France. Et donc il s'agissait aussi des informations concernant l'interdiction faite aux gens de chercher refuge à l'ambassade. Donc c'était l'information qui circulait à l'époque, mais je n'y croyais pas. J'étais convaincu que ça n'était pas la situation réelle sur le terrain au Cambodge à l'époque. Je vous remercie. Après avoir reçu des informations concernant l'évacuation de la population de la ville ainsi que l'exécution de différentes personnes, avez-vous reçu des informations directement de M. Yengsari ou avez-vous jamais entendu à un quelconque moment une information ou une explication quelconque émanant de la direction du Kampuchea démocratique? Réponse. À l'époque, je me souviens clairement que lorsqu'il s'est rendu à l'Assemblée générale des Nations unies, il avait fait publier un communiqué de presse indiquant que les personnes qui avaient été évacuées reviendraient progressivement vers la ville et étant un sympathisant, il m'a semblé à l'époque que les personnes qui avaient sacrifié leur vie et leur bien-être pour sauver le pays ne feraient rien qui puisse mettre en danger leur pays. Et donc, je croyais totalement ce qu'il disait à l'époque. Je vous remercie. Je vais maintenant passer à un autre sujet concernant votre retour au Cambodge.
quelle est la raison qui vous a poussé à rentrer au Cambodge? Réponse. A posteriori, je dirais que le sentiment de bon nombre de Cambodgiens, moi y compris, était que nous ne voulions pas rester dans des pays étrangers, nous voulions revenir et mourir en défense de notre pays. C'était une croyance fortement ancrée parmi les Cambodgiens à l'étranger. À ce moment-là, je vivais à l'étranger et en fermant mes yeux, je m'imaginais mon village natal, les habitants, ma famille. Et je n'ai jamais, à aucun moment, eu l'intention de vivre puis de mourir dans un pays étranger. Le procureur, je suis désolé de vous avoir posé une question qui n'a pas eu telle émotion. Avec qui êtes-vous rentré? Nouvelle question. Avec qui êtes-vous rentré au Cambodge? Le président. Le moment est venu de faire une pause de l'après-midi, ce qui permettra à notre témoin de se reprendre. Nous allons revenir en séance à 3h moins 10. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin hors du prétoire et faire en sorte qu'il soit de retour à l'heure pour la reprise.